Pourquoi l'Afrique peine encore à se trouver un régime politique à l'image des Africains? Pourquoi le continent africain, malgré son potentiel, malgré sa riche histoire, se sent obligé d'être arrimé sur un système politique démocratique imposé par les grandes puissances? Nous sommes là aujourd'hui pour tenter de discuter de cela. Nous posons évidemment la problématique en vous laissant le soin d'y réfléchir, et cela à travers vos commentaires. Évidemment, on constate que depuis les indépendances, plusieurs États africains, notamment le continent africain dans son entièreté qui compose 54 pays, a du mal à s'en sortir. Entre les ingérences étrangères, le pillage des ressources naturelles, la pauvreté, la gabegie, les coups d'État pilotés à distance, les rébellions financées par un certain nombre de puissances occultes. Bref, l'Afrique se cherche. On a coutume d'entendre sur un certain nombre de médias, et même d'entendre un certain nombre de leaders politiques, d'ailleurs, distribuer ça et là les bons et les mauvais points. On a un peu le sentiment que selon qu'il s'agisse de dirigeants qui acceptent d'être des valets locaux d'un certain nombre de puissances, ceux-ci sont tout de suite taxés d'être des démocrates. On maquille, on habille leur processus électoral d'un certain nombre d'expressions. Ils sont félicités, reçus même à grande pompe, dans les chancelleries occidentales. On dit d'eux qu'ils sont des démocrates. À l'inverse, lorsqu'il s'agit d'acteurs politiques qui refusent de s'arrimer, de devenir, on va dire, des esclaves au col blanc, au service d'un certain nombre de puissances, tout de suite, ceux-ci sont taxés d'être des dictateurs. On attend ça et là, le dictateur X, le dictateur Y. Nous allons juste tenter de comprendre un tout petit peu pourquoi, l'Afrique se perd depuis des décennies dans les eaux troubles d'un narratif qui ne vise finalement qu'à le plomber. Alors que lorsque l'on évoque le continent africain, on parle également de l'Égypte pharaonique. Quoi que les gens disent, et même si au fil des ans et de l'histoire, les uns et les autres ont fini par blanchir l'histoire de l'Égypte antique, toujours est-il que cette Égypte-là a connu, j'ai envie de dire, l'un des systèmes à la fois les plus complexes, mais également l'un des systèmes qui a tenu de main de maître toute la région, si ce n'est le monde. Et que dire de l'empire du Mandingue, de l'empire du Soudan, de l'empire Ashanti. Bref, les exemples sont nombreux. Et pourtant, depuis l'avènement de la colonisation, mais surtout depuis ces indépendances sous perfusion, on a un peu le sentiment que les Africains se cherchent. La démocratie est devenue un concept à géométrie variable. On est démocrate, comme je l'ai dit tantôt, parce que justement, on fait le jeu, on fait l'affaire, on est une belle marionnette pour être plutôt sympathique. Et on est dictateur lorsqu'on refuse justement de se plier au dictat d'un certain nombre de grandes puissances. Voyons un peu ceux qui, depuis des décennies, sanctionnent, imposent des sanctions, des embargos, financent des organisations non gouvernementales qui fonctionnent un tout petit peu comme des gendarmes de la démocratie, qui disent être dans un certain nombre de pays africains
pour lutter contre le respect de la démocratie, le respect des droits de l'homme, bref, eh bien, ces tentacules de ces grandes puissances qui, finalement, sont financées par leur pays d'origine et qui imposent dans une certaine mesure une forme de dictat sur le continent africain. Voyons un peu ce qu'il en est concrètement au niveau de l'Occident qui, je l'ai dit, eh bien, nous a habitués à un certain nombre de guerres et de sanctions à travers le monde pour peu qu'il s'agisse de démocratie ou de droits de l'homme. Qu'en est-il exactement? Commençons tout de suite par la démocratie, celle dont on dit qu'elle serait la plus vieille de l'humanité. La démocratie américaine qui repose sur le principe d'équilibre des pouvoirs et possède un président. Il s'agit notamment donc d'un régime présidentiel où le président de la République est à la fois le chef de l'État, mais il est également le chef de l'exécutif. Aussi, la Constitution américaine montre une séparation claire des pouvoirs entre le président, donc l'exécutif, la Cour suprême, donc le judiciaire, et le Congrès, c'est-à-dire le législatif lui-même partagé par la Chambre des représentants et le Sénat. Ça, c'est pour les États-Unis d'Amérique. Et qu'en est-il exactement pour l'Europe? Est-ce que cette démocratie qu'on veut uniforme, qu'on impose à tout va au continent africain, est-ce qu'elle est la même aux États-Unis d'Amérique et en Europe? Est-ce que cette démocratie est aussi pratiquée de la même façon au Canada, en Australie, en Corée du Sud? Bref, est-ce que pour peu que l'on ait de bons points, on peut parler d'une forme d'unanimité, voire d'universalité de la démocratie? En Europe, parlons justement de cette démocratie. Il y a plusieurs types de régimes, d'ailleurs, qui font surface, et cela après la Seconde Guerre mondiale. Les républiques démocratiques telles que la France, l'Allemagne et même l'Italie, et les monarchies, on peut citer l'Espagne, la Belgique et même le Luxembourg. Le Royaume-Uni, quant à lui, est une monarchie parlementaire. Eh bien, ce pays, comme vous le savez, ne fait plus partie de l'Union européenne. En France et au sein de l'Union européenne, justement, eh bien, la République et la démocratie sont étroitement liées. Pour l'exemple de la France, toujours la Constitution de 1958, c'est dire que c'est assez récent tout de même, stipule que la République est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Comme les États-Unis d'ailleurs, eh bien la France possède un président qui détient le pouvoir exécutif avec le Premier ministre. Le pouvoir législatif, quant à lui, est détenu par le Parlement, c'est-à-dire le Sénat plus l'Assemblée nationale. On le voit bien. Si on reste en France un tout petit peu, ici, on parle eh bien, d'une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est important de rester un tout petit peu sur ce concept, on va dire ce système démocratique à la française. Une république à la fois indivisible, laïque, démocratique et sociale. À la différence d'un pays comme l'Iran, qui depuis sa révolution est un régime islamiste, tout en étant un pays démocratique. D'ailleurs, dans la région, l'Iran est certainement la seule démocratie, ce qui n'est pas le cas de l'Arabie Saoudite et les pays eh bien, des Émirats Arabes Unis. On dira simplement que l'Iran et Israël sont certainement les seules démocraties de la région. Et pourtant, on entend beaucoup de personnes, que ce soit à travers les masses médias, les médias mainstream, mais également à travers les discours, les envolées finalement
lexicale d'un certain nombre de leaders politiques outre-Atlantique, eh bien que l'Iran ne serait pas une démocratie. Et pourtant, on voit bien que la France a opté pour une démocratie qui fait d'elle, eh bien finalement, un État laïque. Si les Iraniens ont décidé d'être des démocrates au sein d'un État islamique, quel est le problème? Si finalement, eh bien, la majorité des Iraniens se retrouve dans ce système démocratique. D'autant qu'en Iran même, il y a régulièrement des élections, des candidats se présentent, et même si l'ayatollah est le chef, on va dire, religieux, le guide religieux, cela n'empêche pas, eh bien, à la démocratie de s'exercer et au courant politique de s'exprimer, et même finalement au peuple d'élire un leader. Quel est le cas au niveau de la Russie? Est-ce que la démocratie russe est identique à la démocratie iranienne? Non. Est-ce que la démocratie russe est identique à la démocratie chinoise? Encore moins. Et pourtant, doit-on dire que la Russie n'est pas une démocratie? Au final, est-ce que le système démocratique russe permet la bonne distribution, eh bien, des retombées de l'exploitation des ressources de la Fédération de Russie entre tous les Russes? Est-ce qu'au final, la Russie n'est pas un État prospère? Est-ce qu'il s'agit au final d'être une démocratie, on va dire une démocratie saluée à l'applaudimètre pour que cela fasse, eh bien, école? Ou alors est-ce qu'encore une fois, la démocratie vise d'abord et avant tout le bonheur du peuple, eh bien, pour des élites au service du peuple? Et qu'en est-il exactement de la Chine? Est-ce que la démocratie chinoise, encore une fois, est une démocratie qui est contre les intérêts des Chinoises et des Chinois? Ou alors est-ce que c'est ce type de démocratie à la chinoise qui a permis de faire de ce géant asiatique l'une des premières puissances économiques à l'échelle de la planète? Toutes ces questions méritent d'être posées. On voit bien que lorsqu'on parle du cas de l'Afrique, selon qu'il s'agisse de territoires divisés en précarés, eh bien l'Afrique francophone pour la France, l'Afrique anglophone pour la Grande-Bretagne, l'Afrique lusophone pour l'Espagne et le Portugal, et puis l'Afrique arabophone pour parler des États du Maghreb. Il y a toujours cette forme d'ingérence, ce paternalisme qui voudrait que, eh bien, les systèmes soient des copies conformes d'un type de démocratie, eh bien, qui ressemble à celui, plus ou moins, des États qui les ont colonisés. Alors que ces mêmes États qui font pression sur plus de 54 pays à l'échelle du continent africain, ne vivent pas et ne pratiquent pas tous le même type de système démocratique. Alors encore une fois, nous posons la question, est-ce que en Afrique, il n'y a pas lieu finalement de mettre en synergie les intelligences à la fois des intellectuels, des organisations de la société civile, des chefs religieux, des chefs coutumiers? Bref, est-ce qu'il ne faudrait pas, eh bien, que les Africains réfléchissent tous ensemble pour s'appuyer sur des valeurs culturelles qui sont les siennes, réfléchir profondément sur les méthodes qui ont permis aux grands empires sur le continent africain, eh bien, de devenir prospères avant que cette dynamique ne soit cassée tout à la fois par l'esclavage,
et la colonisation. Autrement dit, est-ce que l'Afrique ne doit pas s'inventer sa démocratie? Lorsque l'on salue à l'applaudimètre le mode démocratique, le mode de gouvernance des autorités ivoiriennes d'Alassane Dramane Ouattara, peut-on dire réellement qu'Alassane Dramane Ouattara pratique une forme de démocratie qui serait au service du peuple ivoirien pour son bonheur? Je crains que non. Mais évidemment, Alassane Dramane Ouattara est régulièrement reçu à l'Élysée. L'Élysée qui, par ailleurs, fustige et tire à boulet rouge sur les États du Sahel, affirmant que ceux-ci sont tout sauf démocratiques. On a là l'une des preuves de cette démocratie à géométrie variable. Il y a la démocratie, encore une fois, pour ceux qui se soumettent au diktat de grandes puissances pour leur servir sur des plateaux d'or toutes les ressources dont regorgent ces États. Et puis, il y a les dictatures qui, généralement, sont celles de ces élites qui refusent justement de jouer le jeu des grandes puissances au détriment de leur propre population. Les exemples sont nombreux. Outre la Côte d'Ivoire, la plupart de ces États dits francophones, pour ne citer qu'eux, sont inscrits, malgré tout ce qu'on peut bien dire, démocratie par-ci, démocratie par-là, eh bien ces États font toujours partie du cercle peu élogieux des PPTE, c'est-à-dire les pays pauvres très endettés. Et là, le paradoxe est criard. Comment peut-on être démocrate, démocratiquement élu? Comment peut-on être cité en exemple simplement parce que on aurait appliqué conformément à la doctrine de certains parrains un système, même si par ailleurs les populations meurent de faim, même si par ailleurs il n'y a aucune transformation des matières premières, même si par ailleurs les populations quittent le pays par centaines pour migrer dans d'autres territoires. Bref, ainsi va la démocratie à l'africaine. Et du coup, il y a cette question qu'on se pose. Est-ce que, encore une fois, les Africains ne devraient pas marquer une pause et réfléchir à un système démocratique à la fois basé sur leur capacité intellectuelle, mais aussi basé sur leur diversité culturelle et sociologique, voire même anthropologique, et puis finalement un système dans lequel on pourrait aussi retrouver la participation d'organisations de la société civile qui ne seraient pas des succursales de financement des grandes puissances. Bref, nous n'avons certainement pas la formule exacte. Mais en tout cas, nous posons là la problématique et nous vous demandons simplement de réfléchir à cela. Il est évident que votre contribution en ce qui concerne vos commentaires, vos opinions, permettront justement d'élargir le débat. Le débat, il doit se faire ensemble. Comment de grands empires ont pu résister, ont pu faire la fierté du continent africain, à commencer par l'empire égyptien, l'empire du Mandingue, l'empire Ashanti, l'empire du Soudan, l'empire d'Éthiopie et j'en passe, les exemples sont nombreux. Comment l'Afrique est passée de cette dynamique de puissance à se retrouver aujourd'hui comme étant une serpillière sur laquelle tout le monde peut marcher. D'ailleurs, le comble du ridicule, c'est de voir justement ces 54 pays du continent africain
se trimballer les uns et les autres, tantôt pour des sommets dits France-Afrique. Comment comprendre que 54 pays d'un continent peuvent se transporter, eh bien, pour un sommet avec un pays comme la France? Combien de fois peut-on placer la France sur la carte du continent africain? Combien d'intellectuels, d'ingénieurs, d'acteurs de la culture, de cerveaux il y a sur le continent noir en comparaison de ce que l'on peut trouver en France même? Et puis, à côté de ce sommet France-Afrique, il y a d'autres sommets, toujours les Africains. Sommet Afrique-Turquie, sommet Afrique-Russie, sommet Chine-Afrique, sommet Afrique-Corée du Sud, sommet Afrique-États-Unis d'Amérique. Sans nul doute, un jour, on se retrouvera à un sommet Afrique-Palestine. Pourquoi pas? Ça va certainement arriver. Tant que les Africains continueront justement à se conduire comme des troupeaux qui se laissent diriger allègrement vers leur propre fin par des bergers qui sont carnivores. Emmanuel Macron, d'ailleurs, a utilisé cette image des herbivores contre les carnivores. Et puisqu'il ne sait pas s'arrêter, il a bien fait de rappeler justement, ça a été d'ailleurs repris et mentionné par le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso, que l'ingratitude est une maladie non transmissible à l'homme. L'ingratitude des Noirs, qui ne sont certainement pas des hommes, est une maladie non transmissible à l'homme, c'est-à-dire certainement Emmanuel Macron, ou alors plus largement les Blancs. Ici, il n'est pas question de nous faire taxer de racistes. D'ailleurs, ça serait une utopie que de parler du racisme du noir vis-à-vis du blanc. Bref, nous allons refermer aujourd'hui justement notre chronique. Nous comptons sur vous, à la fois pour cliquer sur le pouce en l'air. Cela permettra justement de pouvoir nous placer dans les starting blocks, et cela pour le référencement, mais également de partager si l'envie vous vient, pourquoi pas, pour élargir le débat, mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est de vous abonner, car nous voulons d'une Afrique qui réfléchit, une Afrique qui pense, une Afrique qui est capable d'analyser et justement de pouvoir trouver les bonnes idées, la bonne dynamique, afin justement de se sortir de cette prison dorée qui n'a que trop duré. Et pour ce faire, le fait que vous vous abonniez, ça prend à peine quelques secondes, nous rend énormément service, ça fait grandir notre communauté et permet justement à notre chaîne de toucher le plus grand nombre. Sur ce, nous vous saluons, nous espérons vous lire très bientôt. Le combat continue, never give up.